au Kitundu. Est-ce que les FARDC du Congo et les FDLR rwandais ne combattent pas ensemble depuis de très longues années contre le M23 et l'armée rwandaise? Et du coup, est-ce que sur le terrain, les officiers FARDC ne sont pas redevables à l'égard de leurs frères d'armes hutus rwandais? Et du coup, est-ce qu'ils ne sont pas hostiles à toute neutralisation de ces FDLR? S'il y a des gens qui sont hostiles, alors là, franchement, cela devrait être sévèrement sanctionné. Nous ne pouvons pas accepter la moindre collaboration avec le FDLR. Jusqu'à présent, d'ailleurs, dans les dénonciations qui sont faites, on ne mentionne pas le gouvernement en tant que tel, mais on considère que ce sont certains éléments des forces armées congolaises qui collaborent avec le FDLR. Alors, dans ces conditions, autant on doit être sévère à l'égard de ce FDLR, autant aussi à l'égard de tout officier militaire qui s'exposerait à une telle collaboration. On ne peut pas accepter du tout. Oui, mais il y a quelques jours, un porte-parole des FDLR, présent sur votre territoire, a affirmé qu'il n'était pas question pour ces forces de désarmer. Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui donne raison au Rwanda dans les reproches de laxisme et de négligence qu'il adresse aux autorités congolaises? Effectivement, moi je considère cette déclaration comme extrêmement grave. On ne peut pas accepter que le responsable de ce mouvement fasse une telle déclaration. Parce que c'est mettre le gouvernement de la République de Bougatigou dans une situation vraiment extrêmement délicate sur cette question, parce que la guerre à l'Est est conditionnée par la neutralisation de ce FDLR. Par conséquent, j'estime que le gouvernement... Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs, je vous espère à forme, malgré justement la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais nous sommes encore là, Dieu nous garde. Chers téléspectateurs, on est là juste pour un commentaire sur l'actualité de Washington. Il faut savoir que la manœuvre de distraction qui ne trompe plus Kinshasa. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que les yeux du monde auraient en tout cas dû s'y tourner vers Washington. Pour un moment historique, la signature d'un accord de paix entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame sous l'égide donc de Donald Trump, une partie des médias a préféré en tout cas ressortir un vieux mirage. Un vieux mirage, c'est quoi? C'est le mythe des FDLR. Cette stratégie de division ne fait plus illusion auprès des Congolais éveillés. Elle expose une fois de plus comment certains acteurs internationaux valident volontairement ou non un narratif forgé à Kigali depuis plus de 2 décennies pour justifier l'ingérence. Alors, dans cette analyse exclusive sur cette chaîne de télévision, nous démontrons les pièges politiques et médiatiques des FDLR. Pourquoi la radio France Internationale, RFI, donne-t-elle la parole à un ancien ministre congolais pour parler des groupes armés et saisissables au lieu de couvrir un accord de paix potentiellement capital pour la région? Et pourquoi la propagande rwandaise perdure-t-elle malgré l'absence totale de preuves concrètes de l'existence opérationnelle des FDLR? Et surtout, pourquoi certains politiciens congolais retombent-ils encore dans ces récits obsolètes? Chers téléspectateurs, la souveraineté militaire du Congo, l'équation congolaise est cruciale. Tant que les forces armées de la République démocratique du Congo ne seront pas puissamment équipées, structurées et modernisées, le Rwanda trouvera toujours un prétexte, même imaginaire, pour justifier ses incursions, ses occupations et ses ingérences. Le mythe des FDLR n'est rien d'autre qu'un outil politique, un masque commode utilisé par Kigali pour légitimer son aventure militaire et l'exploitation stratégique donc des richesses du territoire congolais. Alors, quand les FDLR ont-elles réellement attaqué le Rwanda pour la dernière fois? Qui dirige ces groupes? Qui dirige ces groupes? Où sont leurs bases, leurs effectifs et leurs revendications actuelles? Pourquoi Kagame, pourtant militairement actif à Goma, Bukavu et Bunagana, n'a-t-il jamais présenté au monde un seul combattant FDL actif comme preuve? La réponse
est sanglante. Il faut retenir, ce groupe est devenu un fantôme politique utile uniquement pour maintenir, en tout cas, pression sur Kinshasa et justifier une présence militaire illégale sur le sol congolais. Alors, chers téléspectateurs de partout à travers le monde, pendant que l'attention se porte sur un mirage, les véritables priorités s'imposent. La consolidation d'une armée forte, la maîtrise du territoire, la protection des frontières et l'établissement de nouveaux rapports de force dans la région des Grands Lacs. L'accord de Washington peut ouvrir une nouvelle ère à condition que le Congo demeure vigilant et surtout uni et inébranlable, souverain dans ce discours. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, donc il faut savoir que les yeux de tout Congolais, les yeux du monde tournent à Washington pour mettre fin aux violences et à l'aventure du Rwanda sur le sol congolais. Chers téléspectateurs, je suis à la fin du commentaire sur l'actualité de Washington et sur les FDLR, où le Rwanda se cache derrière les FDLR en disant que, en tout cas, la RDC, donc Kinshasa, doit enlever les FDLR sur le sol congolais, alors que les FDLR n'existent plus. Alors, si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision pour ne rien manquer de la prochaine publication. Je suis Mme Mpendi Monzekel à la présentation. Au revoir. Le cas de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Du mois de février dernier. Effectivement. Je rappelle que cette résolution, votée à l'unanimité, ce qui est rare, et en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la résolution a de ce fait valeur contraignante. Et cette résolution a imposé des obligations aux trois protagonistes au conflit en RDC. À commencer par le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et ensuite le M23 qui est le proxy du Rwanda. Alors, pour rappel, concernant la RDC particulièrement, je pense que le Conseil a intimé l'ordre à la République démocratique du Congo de faire en sorte que l'armée congolaise ne collabore pas avec le FDLR. Et pas seulement cesser toute collaboration, mais aussi neutraliser ce groupe armé qui essaye de lutter contre le pouvoir à Kigali. Concernant Kigali maintenant, ça a été beaucoup plus direct, c'est que le Conseil de sécurité a contraint le gouvernement rwandais à retirer les troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo immédiatement et sans condition. Et puis l'autre obligation, c'était de cesser tout appui au M23. Parce que sans l'armée rwandaise, il ne peut pas y avoir de M23. Alors la principale condition que pose le Rwanda au retrait de ses troupes du Congo, c'est la neutralisation par l'armée congolaise des rebelles Hutus rwandais FDLR qui sont basés au Congo. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore été fait? Bon, d'abord il faut faire quand même une mise au point. Ça, c'est une interprétation un peu, pour le moins, cavalière du gouvernement rwandais, et surtout le ministre des Affaires étrangères rwandais que j'ai entendu sur RFI ici, concernant cette affaire d'exécution des obligations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, n'a pas subordonné l'exécution de l'obligation congolaise à l'accomplissement de celle du Rwanda. Pas du tout. Tous les trois protagonistes doivent exécuter respectivement leurs résolutions, en tenant compte de la décision de ce Conseil. Mais il n'y a pas de conditionnalité. Mais, concernant la République démocratique du Congo, cette question du FDLR est une question déterminante. Et c'est pour ça que moi j'essaye par tous les moyens pour que le gouvernement soit considéré comme le meilleur élève de l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Parce que le seul reproche qu'on fait à la RDC sur cette question-là, c'est justement cette fameuse collaboration avec le FDLR. Donc, par conséquent, de mon point de vue, il doit être prise en République démocratique du Congo des mesures radicales
contre ce mouvement. Parce que finalement, ce mouvement est en train de prendre en otage toute la République démocratique du Congo, parce que sur cette question du FDLR, je crois qu'il y a une certaine unanimité de la part des membres du Conseil sur la nécessité, si pas l'obligation, de neutraliser ces groupes armés qui opéreraient sur le territoire de la République démocratique du Congo. Des mesures radicales, ça veut dire des mesures crédibles? Crédibles, c'est-à-dire qu'ils soient considérés crédibles par ceux auprès de qui nous cherchons l'appui en vue de dégager une solution diplomatique à ces conflits, parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Oui, mais il y a quelques jours, un porte-parole des FDLR, présent sur votre territoire, a affirmé qu'il n'était pas question pour ces forces de désarmer. Est-ce que ce n'est pas une déclaration qui donne raison au Rwanda dans les reproches de laxisme et de négligence qu'il adresse aux autorités congolaises? Effectivement, moi je considère cette déclaration comme extrêmement grave. On ne peut pas accepter que le responsable de ce mouvement fasse une telle déclaration. Parce que c'est mettre le gouvernement de la République démocratique du Congo dans une situation vraiment extrêmement délicate sur cette question, parce que la guerre à l'Est est conditionnée par la neutralisation de ce FDLR. Par conséquent, j'estime que le gouvernement, par mesure radicale, devrait considérer toute personne qui se réclame de ce groupe armé indésirable sur le territoire de la République démocratique du Congo. Persona non grata. Persona non grata. Mais franchement, Léonard Sheoki-Tundu, est-ce que les FARDC du Congo et les FDLR rwandais ne combattent pas ensemble depuis de très longues années contre le M23 et l'armée rwandaise? Et du coup, est-ce que sur le terrain, les officiers FARDC ne sont pas redevables à l'égard de leurs frères d'armes hutus rwandais? Et du coup, est-ce qu'ils ne sont pas hostiles à toute neutralisation de ces FDLR? S'il y a des gens qui sont hostiles, alors là, franchement, cela devrait être sévèrement sanctionné. Nous ne pouvons pas accepter la moindre collaboration avec le FDLR. Jusqu'à présent, d'ailleurs, dans les dénonciations qui sont faites, on ne mentionne pas le gouvernement en tant que tel, mais on considère que ce sont certains éléments des forces armées congolaises qui collaborent avec le FDLR. Alors, dans ces conditions, autant on doit être sévère à l'égard de ces FDLR, autant aussi à l'égard de tout officier militaire qui s'exposerait à une telle collaboration. On ne peut pas accepter du tout. Patient Ligodi. Monsieur Sheoki-Tundu, vous avez été longtemps ministre congolais des Affaires étrangères, vous avez parcouru le monde, Genève, New York, vous avez été partout sur cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le gouvernement de la RDC vraiment de combattre les FDLR? Quels sont les obstacles? À mon avis, il n'y a pas d'obstacle majeur. C'est pour ça que je dis, ce qu'il faut au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est de ne pas s'exposer à la moindre suspicion de collaboration avec le FDLR. Ça, c'est la première des choses. Parce que avoir la prétention de éradiquer ce mouvement complètement sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais ce serait exagérément prétentieux. Donc, avoir la prétention de les éliminer complètement, non. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas accepter la dangerosité de ces groupes sur le territoire de la République démocratique du Congo en attendant leur neutralisation. Plusieurs opérations ont été lancées contre ce mouvement des FDLR ou Mojaïtu. On a eu même l'implication de la MONUSCO à un moment donné. On a eu de mouvements où et les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais se sont mis ensemble pour combattre ces groupes-là. Vous avez été longtemps ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement-là n'est pas démantelé malgré toutes ces opérations qui ont été faites contre ce mouvement? Mais parce que il y a énormément de complicité. Et puis, au début d'ailleurs, le CFDLR, qui en était les victimes? C'est la population congolaise à l'époque. Ce sont les populations congolaises qui étaient massacrées parce que les membres du FDLR étaient en train de chercher l'extraction minière de manière clandestine pour s'approvisionner en armes. Et c'est nous qui étions les victimes du FDLR. L'autre condition que pose le Rwanda au retrait de ses troupes du Congo, c'est la fin des discriminations à l'égard des Congolais d'origine Tutsi. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ces populations? Alors franchement, là, c'est amuser la galerie. Moi, je suis parlementaire. Nous avons les parlementaires d'origine Tutsi avec nous au Parlement, qui sont même membres de certaines commissions importantes. Donc on ne peut pas du tout accuser le gouvernement de la République du Congo d'adopter une attitude discriminatoire à l'égard de la communauté Tutsi. Et puis la République démocratique du Congo contient plus de 450 ethnies, et puis toutes ces ethnies, enfin dans les grands groupes, sont représentées au gouvernement de la République. Il y a des ministres d'origine Tutsi, et dans l'armée aussi, tout comme dans les services. Donc cette discrimination est un véritable prétexte pour justifier l'injustifiable.
Oui, mais depuis la prise de Goma en janvier dernier, par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, est-ce qu'il n'y a pas, dans la population congolaise, la montée d'un réflexe anti-Rwanda que les autorités de Kinshasa laissent peut-être prospérer? Et c'est le gouvernement rwandais qui alimente ce réflexe anti-rwandais. C'est ce que moi j'appelle aussi, même chez nous, un peu l'anti-rwandisme primaire. C'est-à-dire que c'est pas que les populations congolaises sont contre les Rwandais, mais il y a toujours dans le pays des extrémistes. Comme on voit même ici en Occident, il y a des gens qui sont contre les immigrés. Donc c'est au gouvernement de la République de prendre des mesures draconiennes, encore une fois, pour éviter que les membres de la communauté ne subissent la moindre discrimination en République démocratique du Congo. Est-ce que de ce point de vue, il ne faut pas une déclaration solennelle du pouvoir congolais? Effectivement. Sur ces deux choses, moi j'aurais préféré, franchement, en toute modestie, que les deux questions,